Nous accueillons notre troisième dame. Donc c'est Sandra Clermont, c'est pour AgroParisTech. L'accès à l'ordi, ça marche, c'est facile. Donc c'est pareil, il y a un micro, il y a une petite... Ouais, merci. Merci à tous d'être ici. Et pour la dernière présentation, on va un peu changer de registre puisqu'on va parler de biodiversité et plus précisément de BiodiveStrict, qui est un outil qui permet d'évaluer la prise en compte de la biodiversité dans les projets urbains. Donc je vais diviser ma présentation en 4 parties. Dans un premier temps, je vais rappeler le contexte du stage pour que vous compreniez pourquoi je suis ici ce soir. Ensuite, je vais vous présenter brièvement les objectifs de mon stage. Pour terminer, je vais rentrer plus précisément dans l'outil en parlant du positionnement de BiodiveStrict et pour terminer, je vous présenterai les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, le contexte. Mon stage se situe dans la continuité des travaux qui ont été effectués avec la chaire, notamment autour de l'axe de recherche agencer les bâtiments et les transports et réguler leur usage pour une protection optimisée de l'environnement, puisque les métiers de la conception et la construction sont face au besoin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment la biodiversité. Et finalement, Vinci s'est retrouvé face à un besoin de mieux prendre en compte la biodiversité et les écosystèmes dans les projets d'aménagement, ce qui a mené à un travail de thèse en 2009-2012 par Alexandre Henry, qui a effectué une thèse qui s'appelait « Aménagement des écoquartiers et de la biodiversité ». Il a entre autres permis de développer une méthodologie pour prendre en compte la biodiversité dans les aménagements, ce qui a permis de développer une première version de l'outil BiodiveStrict. À partir de la Vinci Construction France, qui est finalement confrontée aux mêmes problématiques, s'est très intéressé pour cet outil et les potentialités qu'il offrait, ce qui a mené 2 stages. Un premier stage en 2013, dont l'objectif principal était de créer un module de formation et de tester BiodiveStrict sur un premier projet. Ensuite, à partir de ce stage, il y a eu une liste de préconisations, de limites de l'outil qui ont été proposées. Et ça a mené à un deuxième stage en 2014, donc c'est celui que je suis en train d'effectuer aujourd'hui, et dont l'objectif principal, c'est de rendre l'outil opérationnel, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc finalement, on voit qu'AgroParisTech et Vinci Construction ont un objectif commun qui est, dans mon cas, la préservation et la restauration de la biodiversité urbaine. Pour AgroParisTech, c'est dans un premier temps l'occasion d'améliorer l'outil, qui est propriété de l'école. Ensuite, ça permet de tester l'outil sur des projets réels de Vinci Construction France. Et enfin, ça permet d'accompagner un acteur pour aller vers une ville plus durable. Du côté de l'entreprise, elle peut profiter d'une expertise scientifique pour intégrer la biodiversité dans les offres et en plus de disposer d'un outil de mesure et d'aide à la décision qui est validé et reconnu par le monde scientifique. Donc finalement, je suis en stage ici à Vinci Construction France, alors que souvent les travaux de la chaire se font sous la forme d'une thèse. Et donc faire un stage dans le cadre de la chaire peut être intéressant puisque ça peut pérenniser les outils qui ont été développés pendant les thèses, les finaliser si besoin et aussi de les adapter aux attentes de Vinci ou des filiales qui s'intéressent à ces outils. Donc pour continuer, je vais vous rappeler les objectifs de mon stage assez rapidement. Donc comme je vous disais, l'objectif final, c'est d'avoir un outil opérationnel, un outil d'abord de diagnostic des potentialités écologiques d'un site, ensuite un outil d'aide à la décision pour aller vers des projets moins impactants sur la biodiversité et aussi plus favorables pour cette biodiversité. Ensuite, c'est également un outil de communication pédagogique pour établir un dialogue entre les parties prenantes d'un projet grâce à des indicateurs de mesure qui sont compréhensibles par tous. Pour cela, on a divisé le stage en différentes étapes. Dans un premier temps, une étape de benchmark qui a permis de faire l'état des lieux des différents outils qui existent. À partir de ce benchmark, on a pu mieux positionner l'outil, notamment les conditions d'application. Et à partir de là, on a pu établir une démarche. Et aujourd'hui, je suis en train de développer l'outil et de le tester en parallèle sur des projets pour avoir un retour constant sur le travail que je suis en train d'effectuer. Donc je vais faire un rapide retour sur le benchmark sans rentrer dans les détails. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il existe beaucoup d'outils qui sont tous différents. Certains vont être des labels comme Biodiversity ou EFI Nature. D'autres vont être des outils qui vont s'appuyer sur un logiciel informatique comme Profil Biodiversité, alors que d'autres comme Référentiel B ou Référentiel Biodiversité vont plus être sous forme d'une grille d'auto-évaluation. Et ils vont s'étaler sur les différentes phases du projet, donc conception, réalisation, exploitation. Certains outils comme Biodiversity
vont s'appliquer sur la phase de conception et de réalisation, on ne peut pas avoir l'utilisation du label que sur la phase de conception. Alors que par exemple pour profil biodiversité, on peut l'utiliser sur l'ensemble des phases, ou alors uniquement sur la phase de conception, uniquement sur la phase de réalisation, ou uniquement sur la phase d'exploitation selon les besoins. Et les différents outils vont nécessiter des niveaux d'expertise différents. Référentiel biodiversité va pouvoir être utilisé par un maître d'ouvrage, alors que Cité Vive va nécessiter le travail d'un écologue. Donc, on voit qu'ils ont tous une finalité commune, qui est de prendre en compte la biodiversité et les écosystèmes dans les projets, mais ils vont utiliser des méthodes différentes et qui vont parfois être complémentaires. À partir de ce travail, on a pu mieux se positionner, mieux positionner l'outil Biodistrict. Donc c'est un outil qui sera utilisé sur des projets de construction neuve ou de rénovation lourde, c'est-à-dire sur des projets sur lesquels il y a assez de modifications et donc assez de levée d'action. Des projets en montage, conception, réalisation ou partenariat public-privé, c'est-à-dire des projets où l'entreprise a un rôle suffisamment important à jouer dans la phase de conception. Ensuite, on se placerait surtout en milieu urbain et périurbain, et sur des projets qui seraient a priori sans enjeu réglementaire sur la biodiversité. Et notamment en milieu urbain où la réglementation est assez absente sur la biodiversité, ça permettrait de dépasser cet aspect et d'intégrer cette question sur tout type de projet. Donc finalement, on veut ici dépasser le cadre réglementaire, intégrer la biodiversité dès la phase de conception, c'est-à-dire en amont des projets, et pouvoir construire des projets qui font avec l'existant, et ensuite accompagner tous les acteurs de la construction, y compris les non-écologues, qui sont pourtant en relation avec la biodiversité urbaine. Donc pour terminer, je vais rentrer plus en détail sur les différentes étapes de l'outil. Donc ici, il y a un schéma qui résume cette démarche, qui permet de mieux prendre en compte la biodiversité. Donc pour éviter les confusions, parce que j'emploie le terme avant-après, on est ici toujours pendant la phase de conception. L'outil sera toujours utilisé pendant la phase de conception. Donc quand je dis avant, c'est pour faire un diagnostic du site tel qu'il est avant l'implantation du projet. Quand je parle d'après, on est toujours avant la réalisation des projets, mais on essaye d'anticiper les impacts et donc de se projeter dans un état où on serait après mise en place du projet. Donc la première étape, c'est le diagnostic du territoire. Donc on se place avant le projet et ça permet de mieux comprendre le contexte écologique et les enjeux du territoire. Ensuite, on est toujours dans la phase avant le projet. On regarde le diagnostic du site initial, donc cette fois à l'échelle du projet. Et l'objectif, c'est de connaître et de montrer la biodiversité présente sur le site, et donc une biodiversité qui sera susceptible d'être impactée et qu'il faudra favoriser. Ensuite, on va passer à une étape de diagnostic du projet, donc après projet, diagnostic du site après projet, par le biais de différents indicateurs. L'objectif, c'est de mesurer le potentiel écologique du site, pour ensuite, à partir de ce travail avant et après, de réaliser une analyse qui va permettre d'identifier les impacts des projets, et de ça à partir de comparaisons avant-après. Suite à ce travail d'analyse, on va pouvoir amener une liste d'actions, de modifications du projet pour réduire les impacts négatifs et favoriser la biodiversité. Donc on va arriver à une variante du projet et on peut retourner dans la boucle diagnostic du projet. Et finalement, la dernière boucle, on peut l'effectuer autant de fois qu'il y a de variantes du projet. Donc plus en détail, sur la phase de diagnostic du territoire, on va commencer en fait par inventorier les différents zonages réglementaires, donc c'est ce que j'appelle les espaces naturels réglementés. Par exemple, sur ce projet à Fontainebleau, on peut voir, donc le projet est délimité en rouge et on voit qu'il est entouré de 2 zones protégées qui sont des zones Natura 2000. Donc sur ce projet, on peut identifier des enjeux réglementaires forts et des enjeux écologiques forts. Ce qui pourrait nous amener à nous dire peut-être que sur ce projet-là, il serait judicieux de faire appel à un écologue puisque les enjeux réglementaires sont forts. Donc finalement, si on refait ce travail avec tous les espaces réglementaires existants, on peut d'une part identifier des enjeux réglementaires et éventuellement se dire il faut faire appel à un écologue, mais pas toujours, c'est pas forcément nécessaire. Et d'une autre part, d'identifier et de comprendre les enjeux écologiques du territoire. Une autre étape consiste à identifier s'il y a une trame verte et bleue qui a été mise en avant. Donc trame verte et bleue, je ne sais pas si vous connaissez les termes, mais ça regroupe en fait les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui permettent de relier ces réservoirs, donc qui vont permettre aux espèces de se déplacer. Par exemple, ici on se situe en Nord-Pas-de-Calais, on a 2 projets à Lille,
Et le schéma régional de cohérence écologique est en cours de construction. Il a permis de mettre en évidence une trame verte et bleue à l'échelle régionale. Et donc la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que mon projet est au cœur d'une continuité écologique? Si c'est le cas, est-ce que mon projet va l'impacter de façon négative ou au contraire s'insérer d'une façon positive dans cette continuité? Ensuite, le dernier aspect, c'est la connaissance des exigences et des politiques locales en faveur de la biodiversité. Donc toujours à Lille, la métropole de Lille a mis en place une opération qui s'appelle Verdissons nos murs, qui a permis aux citadins de profiter d'une aide financière et technique de la part de la ville pour installer des plantes grimpantes le long de leurs murs. De la même façon, la ville a développé une gestion différenciée des espaces verts depuis plusieurs années. Et donc comme ça, on peut inventorier les différentes politiques locales et se poser la question, est-ce que mon projet est compatible avec ces exigences ou pas? Donc ça va influencer le projet. Parce que finalement, le travail de cette première étape, ça nous permet d'avoir un projet qui est plus cohérent et qui s'insère dans une dynamique territoriale. Ensuite, on va passer à l'étape suivante à l'échelle du site. Toujours dans la phase avant-projet, on va se placer à l'échelle du site et pour commencer, réaliser une cartographie de l'occupation du sol. Donc on va identifier les différents les différents habitats qui sont présents sur le site. Donc là, on se place toujours sur le projet de Fontainebleau et on voit sur la carte les différents habitats qui sont présents. À partir de ce travail, on va aussi aller sur le terrain et pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'on a identifié à partir d'une photographie aérienne et en cas de besoin, corriger. Donc là, c'est pareil, c'était lors du stage précédent. Ils sont allés sur le terrain pour identifier les habitats et vérifier que c'était compatible avec ce qu'ils avaient effectué à partir d'une photographie aérienne. Une dernière étape, c'est faire un relevé des différents inventaires existants sur le site ou à proximité. Donc on s'est concentré sur 4 groupes, les plantes vasculaires, les papillons diurnes, les amphibiens, les oiseaux nicheurs, qui vont être des indicateurs d'une certaine qualité du site. Donc, bien sûr, ces inventaires ne sont pas toujours existants, mais si l'information existe et est disponible, autant l'utiliser pour pouvoir prendre en compte ces éléments dans les projets. Et enfin, à partir de ce travail, on va pouvoir calculer les différents indicateurs. Donc, je suis en train de travailler sur la liste des indicateurs. Actuellement, celle qui est l'indicateur principal de l'outil qui a été développé par Alexandre Henry, c'est l'indice de diversité des habitats. Mais bien sûr, on peut allonger cette liste et c'est sur cet aspect que je suis en train de travailler actuellement. À partir de ce travail, on peut obtenir par exemple un diagramme. Donc, ce n'est pas forcément un diagramme sous cette forme, c'est plus pour illustrer mes propos aujourd'hui. Donc, on peut voir les différents indicateurs qu'on peut utiliser et voir la note qui a été obtenue pour le site. À partir de ce diagramme, on peut répondre aux 2 questions suivantes qui sont quelle est la biodiversité présente et quelle est la biodiversité donc, qui est susceptible d'être impactée. Ensuite, on va se projeter donc, dans l'avenir en essayant de voir quel sera l'état du site après projet. On réalise exactement le même travail, cette fois-ci à partir d'une photographie aérienne et en plus du plan masse. Donc on réalise cette cartographie après projet. On peut calculer de nouveau les indicateurs et on obtiendrait un diagramme similaire à celui précédent, donc en radar. À partir de ce travail avant-après, on va pouvoir entrer dans la phase d'analyse des impacts, qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc pour cela, on va comparer le avant-après, par exemple en superposant les diagrammes. Et ici, on voit que sur l'indice de diversité des habitats, l'indice par rapport à avant a diminué. Donc a priori, le projet aurait diminué la diversité des habitats. Donc ça permet d'identifier les impacts potentiels du projet. À partir de ce premier travail, on va établir une liste d'actions, des propositions de modification du projet. Pour cela, en s'appuyant sur des concepts clés en écologie, donc je vais essayer de vous en illustrer rapidement et simplement certains. Donc pour commencer, le concept de complémentation. Alors en fait, les espèces doivent accomplir leur cycle de vie, par exemple la croissance, se reproduire, etc. Et on va prendre l'exemple des amphibiens, donc le groupe qui comprend les grenouilles et les crapauds. Ce sont des animaux semi-aquatiques qui vont avoir besoin d'un milieu naturel pour la phase de reproduction, et par contre en hiver, ils vont avoir besoin d'un milieu boisé pour pouvoir survivre. Donc le principe de complémentation, en fait, propose l'idée que les 2 espaces qui vont être nécessaires au fonctionnement de cette espèce soient à proximité plutôt qu'éloignés.
Ça permettrait aux espèces concernées d'effectuer leur cycle de vie à un même endroit. On peut reprendre le même exemple pour toutes les espèces, puisque toutes les espèces n'ont pas les mêmes besoins. Et donc c'est ce qui est illustré par ce schéma. Ensuite, un autre concept en écologie, c'est une plus grande diversité des habitats favoriserait a priori plus d'espèces. Donc une diversité horizontale, c'est par exemple, comme on l'avait vu sur la cartographie, plus il y a d'habitats à l'échelle d'un site, plus ça sera favorable aux espèces qui pourront accomplir les différentes étapes de leur cycle de vie. De la même façon, on a la diversité verticale, donc là c'est la diversité des strates végétales, donc strates herbacées, arborées, arbustives. Et donc, a priori, une plus grande diversité des habitats favoriserait un plus grand nombre d'espèces. Un autre exemple, c'est le cycle de l'eau, qui est à la base du fonctionnement de nombreux écosystèmes. Donc, ce qui permettrait de restaurer le cycle de l'eau en ville, c'est de rendre cette ville plus perméable. Donc, la liste est longue, je ne vais pas tous les détailler ici. Mais l'idée, en fait, c'est d'arriver à des habitats qui soient fonctionnels, c'est-à-dire qui puissent abriter des espèces qui puissent effectuer leur cycle de vie. Ensuite, il ne faut pas oublier les exigences locales qu'on avait identifiées dans la première partie. Et à partir de tout ça, on va arriver à notre liste de préconisations et cela va amener une variante du projet. Ici, on peut donc se réinsérer dans la boucle au niveau du diagnostic du projet et on répète le travail autant de fois que l'on veut, autant de fois qu'il y a de variantes du projet. Donc ici, il y a un petit problème, mais il faut faire abstraction de la phrase en noir. Donc on fait des comparaisons avant-après. Cette fois-ci, avec le après, c'est pas le projet de base, mais la variante du projet. Et on voit que, contrairement au projet qui était prévu initialement, la diversité des habitats a été maintenue. Et d'un autre exemple, la perméabilité du site a été augmentée. Donc finalement, on peut voir si on a amélioré le potentiel biodiversité du site après ce projet par rapport à l'état initial. Une autre comparaison qui peut se faire à partir de là, c'est comparer les deux projets qui ont été proposés. Le projet initial, le projet de base, et la variante à la suite de la première boucle. On voit cette fois-ci qu'on a bien réduit les impacts négatifs du premier projet puisque la diversité des habitats a été maintenue et n'a pas été réduite, comme c'est le cas pour le projet en rouge. Donc on peut, grâce à ce travail de comparaison après-après, vérifier que nos actions, nos propositions de modification ont bien permis une réduction des impacts négatifs du projet. Donc on peut effectuer en fait ce travail jusqu'à l'obtention d'un projet qui prenne en compte toutes les contraintes, bien sûr écologiques, mais également sociales, économiques et techniques. Et finalement, on arrive à un compromis qui permet de ne pas oublier le sujet de la biodiversité. Donc, même si toutes les listes de préconisations ne peuvent pas être effectuées, on a quand même amené le sujet sur la table et permis une première réflexion. Donc, pour conclure, Biodistrict, c'est des avantages pour tout le monde, pour la biodiversité bien sûr, parce qu'elle est préservée et favorisée, pour le maître d'ouvrage, puisqu'il y a une réponse appropriée à sa demande, mais également pour les concepteurs et les constructeurs qui peuvent voir dans cet outil une source d'innovation et de compétitivité. Et enfin pour les utilisateurs qui vont utiliser tout ce qu'on construit en ville, bien sûr, ils auront une qualité de vie meilleure, puisqu'il y aura davantage d'espaces de nature à proximité. Donc cet outil permet une implication et une prise de conscience de tous les acteurs de la ville en établissant un dialogue entre ces acteurs et en les incitant à participer, y compris les utilisateurs, et ceci à l'échelle locale. Donc bien sûr, l'outil n'est pas aussi complexe que certains outils utilisés par des écologues, mais il permet une première approche de la biodiversité pour des personnes qui n'ont pas forcément les compétences en écologie. Donc ça permet d'ouvrir ce sujet à tout le monde. C'est un outil simple, qui s'utilise rapidement et qui est peu coûteux. Donc pour moi, je pense que c'est indispensable, c'est une première étape pour le changement qui s'impose aujourd'hui.